Bonjour et bienvenue dans Purpose Info, le rendez-vous de la raison d'être. Comme Pascal Demurger, qui nous accueille de la Maïf, nous assure ce soir que nous pouvons retirer nos masques parce que nous avons les bonnes distances de sécurité, je suis ravi d'inviter mes invités à le faire. Merci encore de nous accueillir, Pascal. Nous aurons donc deux invités exceptionnels pour cet épisode. Pascal Demurger, directeur de la Maïf, et Philippe Silbersan, enseignant-chercheur à l'EM Lyon. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ces locaux somptueux et pour la première fois en direct, d'avoir des téléspectateurs qui seront capables de réagir et de poser des questions à la fin du débat. Encore un immense merci d'avoir accepté ce débat. Je suis ravi de continuer celui que vous aviez commencé en ligne en fin d'année dernière en vous invitant. Je n'avais pas en tête des grandes boxes, un duel, du clash, mais bel et bien de permettre une vraie discussion, un débat de fond, un espace de débat serein. Et merci de nous l'avoir prodigué. Donc, depuis le vote de la loi Pacte, la raison d'être est mise à toutes les sauces. Pas une semaine sans qu'il n'y ait l'annonce d'une nouvelle raison d'être d'une entreprise, parfois d'administration. La plupart se focalisent autour d'un thème central, rendre le monde meilleur ou durable, à tel point qu'on a parfois du mal à comprendre ce que ce sujet recouvre. J'espère qu'en dépit des désaccords inévitables, il ressortira un peu de clarté sur ce qu'il est possible d'attendre ou non de ce concept. Permet-il, comme nous le pensons chez 3Com, de mieux mettre en lumière les finalités d'une entreprise? Depuis le fameux article de 1970 de Milton Friedman sur le sujet du profit en entreprise, le débat continue d'opposer et votre échange en fin d'année dernière en est un très bon exemple. Donc Pascal, pour commencer, Pascal Demurger, vous avez écrit un livre sur l'entreprise politique. Mais l'entreprise a-t-elle vraiment pour rôle d'être politique ? Bonsoir, bonsoir Clarence, bonsoir à tous. Alors, est-ce que l'entreprise a pour rôle d'être politique ? Déjà, ce que l'on peut constater de manière très classique, pour le coup même pas contemporaine du tout, c'est que l'entreprise a un impact politique. L'entreprise crée des richesses, emploie des gens, verse une masse salariale, paye des impôts, finance une grande partie de la protection sociale, etc. Et donc l'entreprise a bien un impact sur la cité, un impact politique. Je pense que l'entreprise, au-delà de cet impact qui est très lié à son activité, qui est très lié à son objet social en réalité, je pense qu'au-delà de cet impact, l'entreprise a une responsabilité politique. Parce que dans le cadre de ses activités, l'entreprise peut avoir un impact plus ou moins positif ou plus ou moins négatif sur son environnement en général. Une entreprise, ça peut polluer par exemple. Et puis ça peut faire le choix, éventuellement, de mettre en place des procédés qui soient moins polluants. Ou au contraire, négliger ce point et continuer à polluer. Une entreprise, c'est comme un citoyen, ça paye des impôts, ça vit dans la cité. Une entreprise, là aussi, elle peut faire des choix d'optimisation fiscale, plus ou moins, comment dirais-je, qui font qu'elle contribue plus ou moins, qu'elle contribue à la hauteur de sa taille à la couverture des charges communes, si je puis dire, etc. Et puis l'entreprise, elle a une responsabilité pas seulement globale sur l'environnement, sur le climat, sur la société, mais elle a aussi une responsabilité à l'égard de ses parties prenantes immédiates. Elle a une responsabilité à l'égard de ses consommateurs. Est-ce que je mens à mes clients ou est-ce que je ne leur mens pas ? Est-ce que je leur délivre un conseil qui est un conseil sincère, qui va dans le sens de leur intérêt, ou est-ce que je leur délivre un conseil qui va dans le sens de mes intérêts à moi, entreprise ? L'entreprise, elle a une responsabilité aussi dans son comportement à l'égard de ses collaborateurs. Comment je traite mes collaborateurs ? Et quand on vit dans le monde de l'entreprise, quand on est dirigeant, quand on est manager, quand on est collaborateur sans management, on mesure très bien, on mesure parfaitement l'impact que l'on peut avoir sur, tout simplement, l'épanouissement, le bien-être de ses collègues, de ceux qui vont dans l'entreprise. Donc on a une responsabilité à leur égard, une responsabilité qu'on ne peut pas fuir. Donc vous voyez, la responsabilité politique de l'entreprise, elle est multifactorielle et j'allais dire, elle est classique, elle est de toute éternité. L'élément nouveau,
je crois, et qui est en train de monter en puissance de manière extrêmement forte. L'élément nouveau, c'est que jusqu'à présent, cette responsabilité politique, je pouvais, en tant que dirigeant, l'assumer ou ne pas l'assumer, en considération, j'allais dire, de mon éthique personnelle. Et c'est un peu l'éthique des dirigeants qui conduisaient les entreprises à se comporter de telle ou de telle manière, de prendre en compte ou pas les conséquences de leurs pratiques, les conséquences de leur comportement. Aujourd'hui, la donne est en train de changer. Aujourd'hui, il y a une attente sociale à l'égard de l'entreprise qui est en train de profondément évoluer. Cette attente sociale, elle fait que l'on n'attend pas de l'entreprise seulement qu'elle produise des biens et des services. On n'attend pas de l'entreprise seulement qu'elle emploie et qu'elle rémunère des salariés. On attend également de l'entreprise qu'elle prenne en charge une partie de la réponse aux grands problèmes auxquels nous sommes confrontés. Que ce soit les problèmes écologiques, que ce soit les problèmes sociaux, que ce soit des problèmes de société d'une manière générale. Pour tout un tas de raisons. Parce que la profondeur de ces problèmes fait que tout le monde se rend bien compte qu'on n'ira pas, qu'on ne parviendra pas à résoudre ces problèmes si tout le monde ne s'y met pas, y compris les entreprises. Parce que il y a, à tort ou à raison, peu importe, une défiance malgré tout à l'égard de la puissance publique, et en tout cas le sentiment relativement généralisé que la puissance publique, même si elle a un rôle majeur dans la résolution de ces problèmes, évidemment, je crois que peu de monde remet ça en cause, si la puissance publique a un rôle majeur dans la résolution de ces problèmes, elle ne peut pas agir seule. Et il faut impérativement l'aide des entreprises. Parce que, également, non seulement les problèmes sont gigantesques, mais leur règlement est extrêmement urgent. Et donc, il faut s'y mettre maintenant. Et il y a, de fait, une attente à l'égard de l'entreprise pour toutes ces raisons-là et d'autres encore. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui est en train de changer, ce qui est en train de basculer, c'est que non seulement l'entreprise a, malgré elle, j'allais dire, comme hier, comme de tout temps, évidemment un impact politique, compte tenu simplement de son activité. Mais ce qui est en train de changer, c'est que l'entreprise demain aura une vraie responsabilité politique à assumer parce qu'elle est attendue sur ce terrain-là. Et que l'entreprise qui négligerait cette responsabilité politique, qui ne considérerait pas ses devoirs à l'égard de l'environnement, à l'égard de la société, ou même à l'égard de ses parties prenantes, eh bien je pense que cette entreprise, progressivement, elle aura du souci à se faire parce qu'elle va être considérée de manière très négative, à la fois d'ailleurs par les consommateurs, mais également par le marché du travail, j'allais dire. Et on sait que dans une période où il y a des tensions sur notamment un certain nombre de talents, on sait que la question de la marque employeur est aussi essentielle. Pardon, j'ai été un tout petit peu long, mais oui, je crois que je ne sais pas si l'entreprise a une finalité politique, je n'irai pas jusque-là, mais je crois que votre question est, est-ce que l'entreprise a un rôle politique et ma réponse est d'évidence oui, et une responsabilité très renouvelée en la matière. Je vous remercie. Philippe Silbersan, si vous voulez réagir là-dessus. Oui, alors beaucoup de choses, effectivement, ont été couvertes. Donc, effectivement, une organisation, quelle qu'elle soit, elle existe dans un contexte, dans un environnement. Donc, effectivement, elle a, de fait, un impact politique sur plein d'aspects que vous venez de mentionner. Donc ça, elle est au sein de la police, de la ville, de la société. D'ailleurs, il faut rappeler qu'une entreprise se définit par un objet social, donc on est tout de suite dans quelque chose de collectif. Une entreprise, à la base, ce sont des gens qui se mettent ensemble pour faire quelque chose. Et le faire dans un environnement, donc il y a effectivement un impact politique. Après, il y a deux éléments. Il y a d'abord ce qu'on appelle politique. Comme souvent, ça dépend comment on va définir les termes. Dire que l'entreprise a un impact sur son environnement au sens humain, collectif, c'est une évidence. Dire qu'elle doit avoir un rôle politique, encore une fois, je crois que ça appelle deux remarques. La première, c'est, je crois qu'il y a quand même un danger. Parce que c'est souvent, quand vous disiez il y a une attente envers les entreprises, c'est réel.
Mais selon moi, c'est un symptôme. Et un symptôme de quoi? C'est un symptôme de déclin de la puissance publique. Et donc, il y a et vous l'avez dit, il y a pour plein de raisons, et on pourrait en parler parce que je crois que c'est au fond le vrai sujet, c'est qu'on a aujourd'hui un vide qui se crée, donc qui crée un appel d'air. Comme la puissance publique, pour plein de raisons, est un peu en déclin, ou en tout cas en problème de réponse par rapport à beaucoup de ces sujets, cet appel d'air fait qu'on se tourne vers les entreprises en disant bon bah c'est à vous de vous en occuper parce que la puissance publique est un peu en défaut. Un peu comme à la fin de l'Empire romain, il restait plus que l'Église catholique. On dit bon bah les Romains sont plus là, c'est à vous de prendre en charge les grandes affaires du monde. Donc là, je crois qu'il faut plutôt que dire bon bah puisque les gens se tournent vers les entreprises pour être plus politiques, parce qu'il y a une attente, peut-être qu'il faut se dire, attendez, il ne faut pas forcément que ce soit nous qui répondions à cette attente, qui est créée au fond parce qu'il y a un problème sur la puissance publique. Donc je crois qu'il ne faut pas s'épargner ce débat important sur, attention, qu'est-ce qui explique que la puissance publique, le politique, est en défaut sur ces questions? Alors, il y a effectivement le fait que c'est des questions compliquées, mais il n'y a pas que ça, et donc il ne faut pas s'attaquer aux symptômes, mais bien à la cause. Puis la deuxième chose, c'est que moi je perçois un très grand risque sur cet investissement de l'espace politique de l'entreprise. Alors, il est multiple. D'abord, je ne suis pas convaincu que tout le monde veuille que l'entreprise aille occuper le terrain politique. C'est une puissance privée. Et donc, l'espace politique, c'est aussi, encore une fois, l'État, les associations, les individus, etc. Et dire l'entreprise privée doit prendre plus d'importance dans le politique, attention à ce qu'on veut vraiment, parce que, enfin, moi personnellement, je suis loin d'être contre les entreprises, mais je ne suis pas non plus très favorable à ce qu'elles jouent un rôle politique plus important que ça. Je pense qu'il y a un espace politique. Les entreprises payent des impôts, mais elles ne votent pas, ce sont les individus qui votent. Et donc, il y a une espèce de mélange des genres qui me paraît dangereux. Puis après, il y a un troisième élément, qui est celui de l'intérêt des entreprises à aller sur ce terrain-là. Alors, on a tous suivi ce qui s'est passé aux États-Unis avec notre ami Donald, qui est un cas... Alors, on va pas ouvrir cette énorme boîte de Pandore, mais je lisais que Ben & Jerry, donc la fameuse marque de glace, a fait une série de tweets en expliquant qu'il fallait lutter contre Donald Trump, etc. Alors, je trouve pas du tout Donald sympathique, loin de là. Mais moi, j'achète des glaces Ben & Jerry. À partir du moment où je continue à en acheter, est-ce que ça veut dire que je suis contre Donald Trump ? Ou imaginons que je sois un fervent partisan de Donald Trump, alors maintenant je ne vais plus pouvoir acheter des glaces Ben & Jerry, il va falloir que je trouve la marque de glace qui défend Donald Trump, et donc on risque d'avoir une situation dans laquelle chaque secte ou chaque opinion politique a ses entreprises. Alors si je suis plutôt de coloration, on va dire de droite, alors je vais acheter, je dis n'importe quoi, à Gundas, mais si je suis de gauche, je vais prendre Ben & Jerry, et puis il faudra que pour chaque, mon assureur, ma marque automobile, machin, ce soit bien... On a un risque de dérive qui est néfaste pour les consommateurs, qui, je pense, est dangereux pour les entreprises. Donc, c'est comme toujours, c'est ni blanc ni noir, mais j'inciterai à la prudence sur cette question-là. C'est très tentant d'aller sur le terrain politique. Je crois qu'on a aussi beaucoup à perdre. Juste peut-être une réaction. J'ai l'impression qu'on décrit exactement la même chose, que l'on dit exactement la même chose, on l'exprime simplement sous deux angles différents. Hein. Et je crois qu'on est bien d'accord pour considérer l'un et l'autre que l'entreprise n'a rien à faire dans l'arène politique. L'entreprise n'a rien à faire et n'a aucune légitimité, et ce serait même dramatique, pour définir ou contribuer à définir ce qu'est l'intérêt général, là où on doit aller, etc. Clairement. Hein. Et d'ailleurs, l'entreprise n'est pas un lieu démocratique. J'allais presque dire par nature. Donc clairement, entreprise et politique au sens où on pourrait le définir, c'est-à-dire la vie politique d'un pays, clairement ce sont deux sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et qui surtout doivent se rencontrer le moins possible. Hein. Y compris, d'ailleurs, il y a une réglementation en France qui est extrêmement forte en la matière, et tant mieux, y compris sur le financement de la vie politique, etc. Vous parliez, enfin voilà, de Donald Trump, et on voit bien les sujets de financement de la vie politique et des conséquences que ça peut avoir. Donc moi, je partage complètement. Gardons-nous de vouloir une intervention du monde de l'entreprise dans la vie politique. Hein. Là, en revanche, où de manière un peu provocatrice, je le reconnais, j'ai titré mon livre « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus », c'est elle qui sera politique. C'est-à-dire qu'elle a une responsabilité dans les conséquences de ses actes, dans la manière qu'elle a de fabriquer ses biens ou de rendre les services qu'elle a à rendre. Et cette responsabilité, je pense que cette responsabilité,
Bon, tout simplement, peu de personnes en avaient conscience au XXe siècle. Je pense que cette responsabilité, elle va s'imposer aux entreprises au XXIe siècle. Et c'est ça la véritable bascule. Encore une fois, il y a, de la part des consommateurs et de la part des salariés également, la demande, l'exigence, l'attente en tout cas, que l'entreprise assume cette forme de responsabilité qui d'ailleurs a été de toute éternité pensée par les économistes. Ce sont les externalités. C'est-à-dire ce qui est extérieur au système de prix, mais qui a bien un impact sur le reste de la société. Si je pollue, j'ai bien un impact sur le reste de la société, et il est normal, me semble-t-il, que l'entreprise soit vigilante à ça, voire même normal, peut-être qu'on en parlera, j'en sais rien, c'est la question de la conditionnalité des politiques publiques, voire même normal que les politiques publiques à l'égard des entreprises tiennent compte du comportement des entreprises, que ce soit dans la commande publique, la fiscalité ou autre chose. Mais c'est un autre sujet. Ah, merci, c'est très riche comme démarrage. En tout cas, ça nous amène presque directement, avec ce dernier thème, au thème de la raison d'être. Plus largement, qu'est-ce que ce concept englobe pour chacun d'entre vous? Donc Pascal, si vous voulez commencer. Alors, le terme de raison d'être est presque porte en lui-même une forme d'ambiguïté. Et d'ailleurs, la Maïf n'a évidemment pas échappé à, comment dirais-je, au fait de se définir une raison d'être. Et on est même allé au-delà, puisque nous sommes devenus entreprise à mission au sens de la loi Pacte, ce qui pose là pour le coup pour l'entreprise un niveau d'exigence extrêmement élevé. On pourra là aussi y revenir, mais niveau d'exigence en termes de transparence, en termes d'audit. On fait auditer nos comportements, nos engagements, les objectifs sociétaux que l'on se fixe par un organisme extérieur et on est susceptible de perdre cette qualité de société à mission si on ne répond pas réellement aux objectifs, etc. Donc il y a un niveau d'exigence très fort. Je ferme cette parenthèse. Sur le sujet de la raison d'être, donc on a adopté une raison d'être qui est en réalité plutôt une manière d'être. Et ça renvoie à la question de la responsabilité politique que j'évoquais au début, plutôt responsabilité politique que finalité politique, et plutôt manière d'être que raison d'être. Et la façon dont on a rédigé, alors de manière pertinente ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas la façon dont on a rédigé notre raison d'être autour de l'idée d'attention et d'attention sincère que l'entreprise s'engage en quelque sorte à avoir à l'égard des autres et à l'égard du monde. C'est le cœur de notre raison d'être et autour de cette idée d'attention sincère à l'autre et au monde. Et on voit bien que l'attention sincère, ça définit, ça décrit une manière d'être, ça décrit un comportement, une manière de faire. Si je suis attentif à mes collaborateurs, c'est évidemment un des volets de cette raison d'être, si je suis attentif à mes collaborateurs, eh bien, voilà, derrière, qu'est-ce que je vais mettre en place pour démontrer que j'ai cette attention et cette attention sincère. Attention sincère à l'égard de mes collaborateurs, ça veut dire que je me préoccupe prioritairement de leur épanouissement dans l'entreprise, en réalité. Si je suis attentif à mes clients, à mes sociétaires en l'occurrence, et si je le suis de manière sincère, ça veut dire que je vais en mettre en place là aussi tout un dispositif pour que la qualité du conseil qui leur est délivré aille bien dans le sens de leur intérêt. Que la qualité du service qui leur est fourni réponde bien complètement à leurs demandes, même si parfois c'est au détriment en termes de coûts ou que sais-je de l'entreprise. L'attention sincère portée au monde, eh bien c'est bien, là aussi avec la sincérité de cette attention, c'est bien comment je prends garde dans chacun des métiers de mon entreprise. Chacun des métiers de l'entreprise, pas seulement le métier de l'assurance, mais aussi des métiers, je ne sais pas moi, le restaurant d'entreprise, l'entretien des espaces verts, la gestion d'actifs financiers, sujet extrêmement important. Comment je fais en sorte que dans chacun de ces métiers, mon impact environnemental, par exemple, soit le plus positif possible, ou le moins négatif possible s'il ne peut pas être positif, etc. Donc on voit bien que cette attention sincère, ça décrit un comportement, une manière d'être, plus qu'une raison d'être. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une toute petite ambiguïté sur ce terme.
Effectivement, mais quand je vous entends, justement, j'ai l'impression d'avoir plus quelque chose qui fait référence aux valeurs ou aux principes d'action qu'à la raison d'être, et que peut-être qu'il y a encore un travail à faire sur la raison d'être de la Maïf. Mais principe d'action, vous avez totalement raison. Pour moi, la raison d'être, c'est une éthique de la pratique. Ah. D'accord. Et donc, quelle définition pour vous? Alors, c'est très intéressant. Je vais revenir parce que je partage ce que vous venez de dire. On va finir par être d'accord sur trop de choses. Ça va être un débat, on va y arriver. Avec un effort, on va y arriver. Mais la raison d'être, c'est un concept comme le management les aime, c'est-à-dire qu'on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut. C'est un vieux concept de stratégie qui a été un peu remouliné ces dernières années, et en fait il y a aujourd'hui 3 justifications à ce qu'on appelle la raison d'être. Alors vous avez raison, une ambiguïté, quand on est, c'est un fait. Donc trouver une raison pour quelqu'un qui existe déjà, c'est un peu étrange, mais bon. Et donc il y a aujourd'hui 3 grandes raisons, si je puis dire, pour avoir une raison d'être. Ce qu'on a mis en avant, c'est d'abord une raison plutôt d'ordre moral, c'est-à-dire de dire le profit ne suffit pas, une entreprise doit aller au-delà de simplement, si je puis dire, faire du profit. Là, on est dans le fameux débat Friedman. Alors, la plupart des gens n'ont pas lu l'article de Friedman. C'est un peu dommage parce qu'en fait, ils amputent sa pensée. Parce que Friedman dit l'entreprise doit faire du profit, et il rajoute dans un cadre éthique et légal respecté. Et personne ne dit ça. Or, il dit tout de suite que oui, l'entreprise doit faire du profit, mais elle ne peut le faire que dans un cadre éthique. Il emploie le mot éthique et légal. C'est-à-dire que tout de suite, il dit que ça se fait, comme on le disait tout à l'heure, ça se fait dans une communauté qui a ses règles, etc. Donc, je reviens sur cette notion de dire la raison d'être dans cette acception morale, c'est il faut plus que faire du profit. Hein, parce que le profit, alors là on tombe sur un vieux fond qui peut être chrétien ou marxiste, ou en tout cas une espèce de réticence à l'idée que le profit en lui-même est moralement suffisant. Il faut, moi j'appelle ça un supplément d'âme, et donc que l'entreprise doit aller chercher quelque chose un peu à l'extérieur, dans la société, pour que, bon, oui, ok, elle fait du profit, mais elle, je sais pas, elle apprend aux enfants à lire, ou elle fait, enfin, là, ce supplément d'âme-là. Donc, ce qui est évidemment important, c'est que derrière, on a des croyances très profondes sur la façon dont on voit le profit, et c'est acceptable, bien sûr, mais enfin, il faut avoir conscience que ça procède aussi d'une façon de voir le profit qui est, on va dire, plutôt réticente. Il y a eu une deuxième justification de la raison d'être que j'appelle plutôt stratégique. Alors là, on est dans tout le courant du management des années 70 sur la raison d'être, c'est l'étoile polaire qui va permettre au management de prendre des décisions en disant ces décisions sont-elles ou ne sont-elles pas conformes à notre raison d'être. Donc c'est un guide, et l'idée derrière ça, c'est que ce guide va permettre la performance. Alors, vous évoquiez Colin Seporas, on va en reparler un petit peu tout à l'heure, mais il y a tout un champ de la stratégie qui dit, voilà, il faut que l'entreprise ait une vision, une mission et une raison d'être, parce que ça va servir de guide, et donc ça va entraîner la performance. Donc là, l'argument, il est autour de la performance. Bon, l'expérience montre que ce n'est pas le cas, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais... J'espère bien. Et puis, il y a une troisième raison qui est plus récente, qui est de dire, la raison d'être, c'est vecteur de sens pour les collaborateurs, et donc d'engagement, puisque une des grandes difficultés aujourd'hui des grandes entreprises, je ne connais pas la Maïf, mais j'en fréquente pas mal, c'est ce problème d'engagement. On a des gens qui sont désengagés, or on sait que l'engagement, c'est le facteur premier de la performance économique, donc au-delà de sentiments, on a un vrai problème stratégique qui est des équipes désengagées. C'est des équipes qui ne font pas le petit truc en plus qui fait qu'au final, on va gagner un contrat, on va être plus performant, etc. Et donc est née cette idée que ce désengagement vient d'une absence de sens. C'est-à-dire, moi je fais des slides toute la journée où je suis dans ma feuille Excel, mais au fond, à quoi ça sert? Je me sens très très éloigné de ce que fait vraiment mon entreprise, je ne comprends pas trop à quoi elle sert. Vous connaissez forcément cette citation, vous savez, des gens qui cassent des pierres. On leur dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je casse des pierres. Et puis on va voir le suivant, lui « Qu'est-ce que tu fais ?» Je bâtis une cathédrale. Et donc de ça, on dit oui, alors dès lors qu'il a conscience de bâtir une cathédrale, il est motivé, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'importance en disant si on définit cette vision, cette raison d'être, cette mission, les gens seront plus engagés et donc quelque part, ils sont plus performants. On retombe sur cette idée très utilitaire de donner du sens
qui va être un vecteur de performance. Dans les 3 cas, on est quelque part assez utilitaire, ou en tout cas, on a moi, ce que j'appelle des modèles mentaux, en tout cas des croyances très fortes sur ce qui est ou ce qui n'est pas. Je crois qu'il y a une approche un peu alternative de tout ça, qui est de dire la raison d'être, au fond, c'est soi-même. C'est-à-dire qu'une organisation, elle est créée par des gens, pas toujours pour gagner de l'argent. Quand on regarde les raisons pour lesquelles les gens créent des entreprises, moi je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, les raisons sont très souvent multiples, parfois assez floues. Alors, il y a toujours un peu, quelque part, l'idée que si ça marche bien, on va gagner un peu d'argent. C'est parfois présent, ça ne l'est pas toujours. On a aussi des motivations qui sont... Alors, moi, je cite toujours l'exemple de Hewlett et Packard. Ils créent Hewlett Packard, pourquoi ? Parce qu'ils ont envie de travailler ensemble. Ils ne savent pas bien ce qu'ils vont faire, mais ils sont amis de par leurs études, ils créent l'entreprise. Et nous, ce qu'on voulait, c'était bosser ensemble. Donc, ils créent l'entreprise, et après, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Et ils ont mis 5 ans à trouver qu'ils allaient faire de l'électronique. Et donc, la raison d'être, souvent, elle est très multiple. Ça peut être moi, ce que j'observe beaucoup, aussi bien dans des entreprises naissantes que dans des entreprises existantes, c'est très souvent le plaisir de travailler ensemble. Et là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un des facteurs d'engagement, c'est pas forcément je suis là parce que alors je casse des cailloux, c'est pas facile, c'est fatigant, mais au moins je bâtis une cathédrale. Ça peut être ça. On a des entreprises qui ont ce sens-là et les gens rejoignent ces entreprises ou ces organisations humanitaires, par exemple. Mais on a aussi de l'engagement qui vient du plaisir d'être là, du fait que sur le lieu de travail, il y a bonne ambiance, on est bien traité, il y a une attention à ce que vous évoquiez tout à l'heure. Et ça, c'est très fortement générateur d'engagement. L'une des entreprises qui est cité par Frédéric Laloux quand il parle du futur des organisations, qui s'appelle, je crois, Morningstar, qui est pour lui l'archétype de l'organisation avec un taux d'engagement, mais qui dépasse les 150%. Enfin, ils sont tous au top, motivés, etc. Cette entreprise, elle fait de la purée de tomates. Et malgré, on pourrait trouver ça assez basique, on peut faire de la purée de tomates et être complètement engagé, prendre plaisir à son travail. La raison d'être ici, c'est le plaisir du travail, le plaisir du geste. On a ça avec les artisans, etc. Donc, la raison d'être, elle peut être simplement, encore une fois, autour de ce que l'on fait, de comment on le fait, de ce que l'on vit au quotidien, du plaisir de travailler ensemble, etc. On n'a pas forcément besoin d'aller chercher quelque chose que les chercheurs en management appellent, vous savez, téléologique, c'est-à-dire quelque chose qui est à l'extérieur de nous-mêmes, une espèce de raison éloignée de nous. On peut trouver en nous le plaisir d'être ensemble et d'agir. On pourra en discuter. Je suis persuadé qu'il faut sans doute un peu les deux. Mais on va continuer sur la raison d'être et essayer de mettre un petit complément. La raison d'être peut-elle être la même dans une administration, dans une collectivité publique, dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire, une mutuelle par exemple comme la Maïf, dans une PME, dans une ETI, dans un grand groupe. Est-ce que la taille ou le type d'entreprise fait une différence, Pascal, pour vous ? Alors pour moi, il n'y a pas de différence vraiment de principe, mais il y a en réalité de vraies différences pratiques. Pour moi, il n'y a pas de différence de principe. Je pense à la fois pour les raisons que j'ai dites d'attente sociale à l'égard de l'entreprise, quelle qu'elle soit, et on reviendra dans les catégories que vous avez citées, mais aussi parce que, et je vous ai entendu Philippe, sur finalement les ressorts de la motivation individuelle. Malgré tout, et je crois beaucoup au ressort tiré de la manière dont l'entreprise, considère ses collaborateurs. La question de la confiance, par exemple, est un ressort complètement essentiel de motivation. Si j'accorde a priori, et c'est un acte de foi, ma confiance à l'ensemble des collaborateurs et donc je leur donne les marges de manœuvre suffisantes pour exercer leur activité et pas simplement dérouler des process, mais véritablement trouver en eux-mêmes des solutions à des problèmes qui se posent à l'entreprise, évidemment que la motivation va être infiniment plus forte. Si il y a un environnement relationnel, et notamment dans la relation managériale, qui repose plutôt sur la coopération, l'attention, la bienveillance, plutôt que sur la compétition et comment dirais-je, le chacun pour soi et l'individualisme, vraisemblablement que ce sera un facteur de motivation relativement fort. Ceci étant, je pense que si on arrive à ajouter à ça, et ça n'est pas toujours facile, mais si on arrive à ajouter à ça le sentiment
d'avoir personnellement, de contribuer personnellement à quelque chose de plus grand que soi, parce que par hypothèse c'est collectif, hein, et donc si en effet j'ai le sentiment de contribuer à construire une cathédrale en cassant mes pierres, je pense que c'est évidemment un supplément de motivation. C'est en tout cas mon expérience de dirigeant, et je pourrais, si vous le souhaitez, revenir sur cette expérience justement en plusieurs étapes, avant et après, et j'ai vu la bascule sur cette question du sens. Donc oui, je crois que dans toute organisation, à la fois la responsabilité qu'on qualifiait de politique tout à l'heure, la responsabilité sur son environnement est la même, quelle que soit l'organisation, et la nécessité de tirer son collectif, de tirer son organisation par le sens, est également la même. Simplement, en pratique, les choses se posent très différemment. Vous preniez l'exemple d'une administration ou d'une entreprise publique, c'est beaucoup plus compliqué parce que, à la fois plus simple et plus compliqué. Une administration, sa mission, son objet social, hein, si on utilisait ce terme, c'est précisément l'intérêt général. Le service public, peu importe comment on le qualifie. Et donc, en soi, cette mission, c'est une mission de bien public, en quelque sorte. Hein. Et donc, est-ce qu'il y a besoin d'ajouter à ça une raison d'être ? Spontanément, on pourrait se dire non, en tout cas pas au sens de la finalité, puisque la finalité, elle est déjà là. La finalité, c'est l'intérêt général. La finalité, elle est téléologique. Elle est extérieure à moi-même. L'administration n'a pas pour finalité, n'est pas en elle-même sa propre finalité. L'administration a pour finalité de rendre un service à un public. Hein. Donc, il n'y a pas besoin d'une autre finalité que ça. En revanche, si on considère la raison d'être comme étant une manière d'être et une responsabilité sur ses pratiques, alors le fait de poursuivre un intérêt général, aussi noble soit-il, le fait d'avoir une mission aussi grande soit-elle, ne doit surtout pas nous exonérer de la responsabilité que l'on a sur la manière de faire les choses. Je peux exercer un service public complètement essentiel et chercher à ne pas polluer, etc., etc. Philippe ? Alors, effectivement, la raison d'être, elle va varier en fonction du type de l'institution, mais je crois qu'elle peut même varier au sein d'entreprises, surtout le cas des entreprises, au sens où, par exemple, vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il y ait, par exemple, pas de concurrence très forte au sein de l'organisation entre les gens, etc. Moi, j'ai travaillé avec des équipes commerciales dans lesquelles il y a une extrême concurrence entre les gens. Ce sont des environnements très durs et qui sont exaltants. Moi, c'est pas mon truc, personnellement. Et donc, l'enjeu, c'est, encore une fois, pas de dire il y a un modèle unique, c'est que chaque organisation développe, comme dirait Friedman, dans le respect des lois et de l'éthique, bien évidemment, il faut toujours rappeler ça, une culture dans laquelle certains vont s'épanouir, d'autres vont pas du tout s'épanouir, et donc c'est ce qui explique que, par exemple, je vais moi être à l'aise dans une organisation et être très mal à l'aise dans une autre. Je peux vous dire que j'ai eu, par exemple, dans ma carrière, j'ai travaillé dans plusieurs écoles de commerce. Il y en a où je me sentais très très mal, et d'autres où je me sentais très très bien. Or, c'était dans le même secteur, faisait le même travail, mais c'était des cultures d'entreprise radicalement différentes, c'est-à-dire qu'il y avait des valeurs qui étaient mises en avant, qui étaient très différentes. En l'occurrence, là où je ne me suis pas bien senti, c'était un univers très très concurrentiel où les professeurs se battaient pour aller avoir des contrats, piquer les contrats aux autres, etc., etc. Cela dit, l'entreprise marchait très bien, elle respectait la loi et l'éthique, mais c'était une concurrence à l'intérieur qui, moi, ne me plaisait pas, mais j'avais des collègues qui se sentaient très à l'aise là-dedans. Donc, je crois qu'il n'y a pas de modèle unique. Il y a, encore une fois, je le répète, dans le respect de l'éthique et de la loi, et à mon avis, c'est aussi une mission d'ordre stratégique que de développer au sein de son organisation. Et je suis effectivement d'accord qu'on ne peut pas séparer ce que l'on souhaite faire de comment on va le faire. Ça fait intégralement partie, pour moi, de la stratégie d'une organisation que de créer le contexte dans lequel elle va se développer.
Et effectivement, il y aura des contextes dans lesquels ça sera très concurrentiel à l'intérieur, d'autres, ça sera très apaisé, des contextes où on n'aura pas beaucoup confiance, mais par contre, si ça marche, on a une très grosse prime, des contextes où ça sera beaucoup plus de confiance et on sera moins payé à la performance. Hein, vous avez écrit sur cette question-là en disant, à la Maïf, on n'est pas payé quand il y a quelqu'un qui signe un contrat. Il y a d'autres entreprises où ils sont payés quand il y a un contrat, et peut-être qu'elles marchent très bien, et peut-être qu'il y a des gens qui s'y sentent bien. Et je crois que l'enjeu, c'est que chacun développe l'environnement qui lui semble le plus en adéquation avec ses valeurs, et de voir comment ça fonctionne. Et s'il y a plusieurs modes, c'est ça qui est bien, c'est que c'est cette diversité-là qui va faire que des collaborateurs vont pouvoir aller plutôt dans une entreprise et plutôt dans une autre. Pour avoir fréquenté le secteur de l'assurance, effectivement, je sais je connais des gens qui seraient pas du tout à l'aise à la Maïf, et inversement, des gens qui sont très heureux à la Maïf qui ne seraient pas du tout à l'aise chez d'autres. Très clairement. Et pourtant, le métier est globalement le même. Et c'est très bien. Abordons à présent votre différent en ligne. Amazon s'est donné pour mission d'être la société la plus centrée sur le client au monde. Est-ce qu'elle remplit, selon vous, cette mission? Pascal? Oui, alors je crois qu'il n'y a aucun doute sur la manière dont Amazon remplit sa mission, hein, et dans sa façon de proposer une expérience client, comme on dit aujourd'hui, absolument remarquable et peut-être même unique. Hein, et Amazon est une entreprise qui est incroyablement centrée sur l'exigence de la qualité de l'expérience client. Hein, et qui est complètement, enfin je ne suis pas intime d'Amazon, mais dont on sent bien qu'elle est totalement construite autour de cette question du client et de son expérience. Et donc Amazon, mais à un point qui est peut-être unique, en tout cas absolument remarquable, remplit complètement son objet. Hein, qui est, alors je ne sais pas comment Amazon le définit elle-même, mais qui est de livrer dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions possibles, à peu près n'importe quoi, à peu près n'importe où, hein, et dans un délai à peu près nul. Donc ils le font de manière incroyable, et de fait ils ont révolutionné. Hein, en grande partie le commerce, tout simplement, hein, ce qui n'est pas rien. Donc pour moi, le sujet d'Amazon n'est absolument pas sur la manière dont Amazon exerce son métier, qui encore une fois est remarquable. Non, le sujet est plutôt la manière dont Amazon se préoccupe ou ne se préoccupe pas des conséquences de son activité, et ne cherche pas à intégrer dans l'exercice de son métier des préoccupations qui seraient des préoccupations politiques ou citoyennes ou éthiques, peu importe le qualificatif que l'on emploie. Et enfin, pour moi, c'est là que le bas blesse, hein, et qu'il y a un vrai sujet. C'est pas sur l'exercice de son métier. Alors moi, on aurait dû commencer par là, parce que j'ai un peu un souci, c'est que je suis client d'Amazon et de la Maïf, enfin sociétaire de la Maïf. Donc, alors quel est le meilleur service client? Alors je suis satisfait des deux. Voilà, donc je l'avais noté d'ailleurs dans une réponse, c'est-à-dire que j'étais un sociétaire, mes parents étaient déjà à la Maïf, enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais enfin, ma grand-mère était à la Maïf, mes parents sont à la Maïf, et je suis à la Maïf, et j'en suis très heureux. Et je suis également un client très satisfait d'Amazon, donc vous l'avez dit, Amazon c'est une entreprise qui marche très très bien. Alors le sujet d'Amazon, c'est l'entreprise qu'on adore détester en France, hein. Voilà, si vous ne savez pas de quoi parler dans un repas entre amis, alors le moment est mal choisi, parce qu'en ce moment il y a peu de repas entre amis, mais bon, c'est une figure de style. Vous lancez le sujet Amazon, vous aurez forcément 2 fans et puis 2 opposants, et puis l'ambiance du repas est assurée pour le reste de la soirée. C'est la nouvelle affaire Dreyfus. Voilà, c'est la nouvelle affaire Dreyfus. Voilà. Ils en ont parlé, ils ne voulaient pas en parler. Voilà. Donc je crois qu'effectivement, pour une raison un peu étrange d'ailleurs, parce que Amazon c'est quand même 6% du commerce mondial, de quoi parle-t-on? Amazon, c'est la moitié de la part de marché de Carrefour en France. Hein, donc, alors, oui, ils révolutionnent le commerce électronique. Ils n'ont pas inventé tant de choses que ça, puisque si on regarde Sears Roebuck, qui était le pionnier américain du commerce, hein, il livrait 100 000 commandes par an dès le début du XXe siècle, il y a plus de 100 ans.
Les livraisons en 24 heures, ça existait dès les années 50. Hein. Il y a une entreprise qui s'appelait Ward. Ils recevaient votre commande, alors c'était par courrier à l'époque, hein, mais à 9 heures, et elle était livrée le soir et vous l'aviez le lendemain. Donc il y a une révolution du commerce et on peut aussi parler des marques blanches. On a accusé Amazon d'utiliser l'information de leur place de marché pour faire leurs propres produits. Bah ça, les grands magasins et les supermarchés le font depuis à peu près 70 ans. Hein. Ils l'ont tous fait dans les mêmes proportions. Quand on regarde les proportions d'Amazon sur ces marques blanches, c'est à peu près les mêmes que Sears, Roebuck, encore une fois, il y a un peu plus de 100 ans. Donc, attention à ce qu'on présente parfois comme quelque chose de jamais vu, qui en fait existe depuis très très longtemps. Donc là, effectivement, le recul historique est important. Après, effectivement, la question, ça a été sur Amazon. Effectivement, le côté « je ne me préoccupe pas des conséquences », mais moi, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de dire ça. Amazon, ils ont des engagements sur la consommation de leur centre de données. Ils ont pas plus ou pas moins que d'autres des engagements sociétaux. Enfin, moi, je veux bien qu'on prenne ce que eux font et puis la liste des 30 premières entreprises françaises, concrètement. Et puis là, je pense que ça serait intéressant. Ça dépassionnerait le débat un petit peu. Puis après, il y a eu des critiques sur la gestion d'Amazon. Alors, il y a eu plein d'articles sur leurs entrepôts qui seraient des enfers vivants. On a eu des témoignages sur le terrain, etc. Alors, il se trouve que moi, je connais très bien quelqu'un qui a fait l'audit des entrepôts Amazon sur l'angle de la qualité de vie au travail. Donc là, on est au cœur du sujet. Et donc, j'ai échangé avec cette personne et elle me disait qu'elle ne comprend pas le procès qu'on fait à Amazon, puisque chaque fois qu'elle arrivait dans un entrepôt avec son questionnaire, ils avaient coché toutes les cases et qu'elle avait en gros pas grand-chose à leur dire. Alors, nul n'est parfait, on peut toujours trouver des choses, mais le procès qui est fait à Amazon, à la fois sur ce qu'ils font, qui aura un impact négatif, j'ai pas d'éléments, et comment ils le font, j'ai pas d'éléments non plus. Donc, si j'étais avocat, ce qui n'est pas le cas, je dirais le dossier me semble pas très bien rempli. Et puis il y a un dernier élément qui est que ce qui est quand même dommage avec Amazon, c'est que moi, il se trouve que j'enseigne l'innovation à des cadres depuis pas mal d'années et j'ai deux cas que j'utilise beaucoup, j'ai Tesla et Amazon. Et ça fait plusieurs années, quand je parle d'Amazon, on m'explique « Ah bah de toute façon, ils ne gagnent jamais d'argent, ça ne marchera jamais ». Et on me dit la même chose sur Tesla. Et donc, pourquoi on déteste autant Amazon? Au fond, c'est parce que c'est le challenger qu'on n'a pas vu venir. Beaucoup de patrons français depuis des années, et j'ai eu des conversations édifiantes avec certains d'entre eux qui m'expliquaient que ça ne marcherait jamais pour des raisons alors culturelles ou autres. Hein. Le dernier truc, c'est de dire qu'ils ne gagnent de l'argent qu'avec leur serveur informatique AWS, ce qui n'est pas vrai. Mais vous avez beau montrer des chiffres, ça ne change pas. Je ne comprends pas, en fait, ce qu'on reproche vraiment à Amazon. Et puis après, il y a effectivement ce que vous disiez sur le côté, je crois que vous avez employé l'expression de géant au pied d'argile. Et là, j'ai envie de répondre que tout géant a des pieds d'argile. C'est le principe du système économique qui est de dire une entreprise peut avoir un succès très important et puis quelques années après, péricliter. Alors, on a peut-être tous connu Yahoo. Souvenez-vous, Yahoo, c'était le GAFA d'il y a 20 ans. Hein. Yahoo, c'était... voilà, sur mon ordinateur, j'ai une photo de la couverture d'un magazine qui expliquait que Yahoo avait gagné et qu'il fallait peut-être le réguler ou le casser, qu'il y avait un problème de position dominante de Yahoo, sans rire. Puis on a eu la même chose avec MySpace. Alors je ne sais pas si vous connaissez MySpace, c'est l'ancêtre de Facebook. Alors ça a été le Facebook pendant 3-4 ans. Et ça a eu un tel succès que là aussi, j'ai chez moi un article, MySpace est-il trop puissant? Il est temps de le casser, vite la régulation. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas de temps en temps mettre des limites, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, évidemment qu'il faut mettre des limites à la puissance de certains acteurs privés, pour la raison qu'on évoquait tout à l'heure, parce que sinon ils ont un poids politique trop important et ça, c'est pas bien. Mais on sait aussi que le temps qu'on se rende compte qu'un acteur est très puissant, souvent il a été dépassé par d'autres. Google a échoué dans les réseaux sociaux. Microsoft, qui était l'autre grand géant qu'on a essayé vainement de casser en 3 morceaux, le temps qu'on essaie de le casser en 3 morceaux, il s'était fait dépasser dans la téléphonie, les réseaux sociaux, etc. etc. Et ça, c'est bien. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand un acteur fait moins bien son travail, et ça arrivera peut-être à Amazon, s'ils commencent à prendre de mauvaises décisions, ils péricliteront et puis ils seront remplacés par d'autres. Français, j'espère, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais voilà. Donc, Amazon, c'est une espèce d'épouvantail français qui ne me semble pas vraiment justifié. Je crois que dans ce que disait Pascal, il y avait
un axe environnemental sur lequel ils ne faisaient peut-être pas assez d'efforts. Après, moi, j'ai recherché un peu, je sais qu'ils ont des engagements sur leur Climate Pledge d'être neutre en carbone d'ici 2040. Ce genre de choses. Neutre en carbone, c'est peut-être pas assez, mais c'est un engagement sur pas mal dans ce métier-là, sur l'environnement dans un métier important. Est-ce que voilà, c'est des débats d'experts. Après, on va pas rentrer dans les débats d'experts sur l'environnement. Mais en tout cas, ils ont des engagements assez forts. Elle paie généralement ses impôts en fonction des règles en vigueur. On peut pas les mettre en cause sur le manque d'harmonisation fiscale européenne. Il n'y a pas de procès en cours, en tout cas. Voilà, après, là-dessus, il y aurait sans doute des choses à faire, mais est-ce que c'est... Généralement, le commerce électronique, donc il y a Amazon, mais il y en a d'autres, le commerce électronique, je pense, a un impact très positif sur l'environnement. Moi, je vois, encore, je vais reprendre mon exemple, parce que je ne suis pas un expert, mais j'achète un livre sur Amazon, je ne prends pas ma voiture pour aller acheter un livre. Et non seulement ça, c'est que quand ça m'est arrivé l'autre jour, je devais acheter un livre, donc je suis allé dans une librairie qui ne l'avait pas. Donc j'ai dû aller dans une autre librairie qui ne l'avait pas. Donc j'ai fait 2 ou 3 trajets en voiture pour finir par revenir chez moi. En plus, on sait que quand un trajet est court, la voiture est froide, donc elle consomme plus. Enfin, on pourrait faire des calculs assez savants. Est-ce que quand on achète quelque chose à distance, il y a quelqu'un qui organise une tournée de livraison et donc qui va optimiser. Et donc, j'espère que c'est fait quelque part, j'aimerais que ce soit fait, de voir un peu ce calcul en disant c'est plus intéressant d'avoir un camion qui fait une tournée de livraison pour des gens qui du coup sont sûrs d'avoir leurs produits plutôt que 20 voitures qui vont individuellement faire un tour dans peut-être 2, peut-être 3 magasins, rester dans un embouteillage, etc. etc. Je ne suis pas expert, mais voilà, si ce type de calcul était fait, je trouve que ça serait assez intéressant. Ma question serait, est-ce que le vrai problème, ça ne serait pas surtout l'abus de position dominante? Parce qu'on le voit dans les sujets dont on parlait tout à l'heure, notamment aux États-Unis, sur Parler, par exemple, l'application, est-ce que ce ne sont pas des choses, se dire qu'un acteur a un tel poids et peut décider du jour au lendemain d'en supprimer un autre, en tout cas de l'hébergement pendant un moment, n'empêche que par derrière tout ça, les enquêtes qui sont faites au Sénat américain, il y a sans doute une problématique sur cet abus de position dominante. L'important dans l'affaire Dreyfus, ce n'est pas la culpabilité ou l'innocence de Dreyfus. L'important dans l'affaire Dreyfus, c'est le symbole que cette affaire a pris. Et l'important dans l'affaire Dreyfus, c'est tout ce que derrière le procès de cet officier de l'armée, il y a de fantasmes antisémites, d'idéologie, etc. L'important dans Amazon, c'est pas Amazon. L'important dans Amazon, c'est le symbole que représente Amazon. Savoir si Amazon paye ses impôts ou pas en tant que tel, je ne suis pas sûr que ce soit le sujet essentiel. Hein, même si c'est un tout petit peu étonnant quand même qu'un Amazon, alors d'abord, ne communique absolument jamais sur le montant des impôts qu'il paye dans tel ou tel pays, et que la dernière fois qu'Amazon a communiqué, ou qu'il y a eu un article sur le montant de l'impôt payé par Amazon en France, pour un chiffre d'affaires en France de 8 milliards d'euros, il payait 10 millions d'impôts sur les sociétés. Nous, pour un chiffre d'affaires de 4 milliards dans une activité qui est beaucoup moins rentable que celle d'Amazon, on paye 60 millions d'impôts sur les sociétés. Donc il y a quand même un petit sujet. Mais peu importe. On pourrait dire des choses aussi sur la question de l'emploi. On se souvient du rapport qui a été commandé par secrétaire d'État au numérique de l'époque, Mounir Majoubi, et qui est arrivé à la conclusion qu'à chaque fois qu'Amazon crée un emploi, il en détruit en même temps 2,2, parce que ce sont des emplois de commerce de proximité qui ont été détruits. Mais encore une fois, là n'est pas l'essentiel. Je crois que l'essentiel, et vous l'avez bien dit, Amazon suscite des passions, soit chez les défendeurs, soit chez les pourfendeurs, peu importe, parce que Amazon est un symbole. Hein, et Amazon, géant au pied d'argile, oui, je crois, et d'ailleurs le premier à l'avoir dit, ça n'est pas moi, c'est Jeff Bezos, hein, qui a déclaré... Pas pour les mêmes raisons, ça c'est clair. Ça on est bien d'accord. Mais qui en 2018 disait, voilà, nous ne sommes pas too big to fail.
Ah, bien sûr. Bill Gates disait pareil, bien sûr. Et il faut s'attendre à ce que Amazon demain disparaisse. Et c'est, rajoutait-il, je crois, le sort normal de l'entreprise. Non, la question de géant au pied d'argile renvoie au débat que l'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce qu'une entreprise au XXIe siècle, et notamment une entreprise a fortiori, aussi visible, aussi grande, et aussi, j'allais dire, symboliquement forte qu'une entreprise comme Amazon, peut se permettre d'avoir un comportement qui, à tort ou à raison, on va pas chercher à faire un procès à charge ou à décharge, mais un comportement qui apparaît comme n'étant pas un comportement responsable sur l'environnement, sur le fisc, sur l'emploi, et comme ayant finalement un impact négatif sur la société en général. Est-ce qu'une entreprise comme celle-ci, et encore une fois, peu importe que ce soit Amazon ou une autre, peut survivre en ayant cette réputation, en quelque sorte, ou cette réalité derrière cette réputation? Je crois que c'est ça la question que nous pose ce passage au XXIe siècle et cette attente renforcée à l'égard des entreprises. Hein? Est-ce que l'on peut tout simplement être pérenne si on n'assume pas sa responsabilité politique, pour reprendre le terme que l'on utilisait au départ. Je crois que c'est ça la question qui est posée derrière la question dont on se moque, derrière la question d'Amazon dont on se moque. C'est pas ça le sujet. Merci Pascal. Philippe? Alors, plusieurs choses. D'abord sur l'emploi, sur ce fameux rapport qui a été très très contesté. Moi, c'est un de mes sujets favoris. J'ai beaucoup étudié l'automatisation et il se trouve que donc, je suis enseignant à l'EM Lyon, qui a été créé par les tisserands lyonnais, les soyeux lyonnais. Et à l'entrée de mon école, il y a un métier à tisser jacquard. Alors, le métier à tisser jacquard, incroyable innovation, permettait de supprimer 4 emplois sur 5. Je vois la révolte des canuts pas loin. Voilà. Et donc, effectivement, grâce au métier à tisser, on pouvait faire avec une personne le même travail qui avant était fait par 5 personnes. Effectivement, impact immédiat négatif. La première chose que je souligne toujours, c'est que quelle était la motivation de notre ami jacquard dans la fabrication de ce métier à tisser? Eh bien, sa motivation, c'était de supprimer le travail des enfants. Je sais bien. Donc là, on a une noble intention qui a une externalité, comme vous disiez tout à l'heure, ou en tout cas un effet pervers, pas si pervers que ça, mais en tout cas quelque chose qu'il n'avait probablement pas anticipé, ou en tout cas pas au début. Et donc, phase numéro 1, évidemment, des gens perdent leur travail, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, le tissu coûte 5 fois moins cher, donc la demande augmente. Et une dizaine d'années après l'introduction du métier à tisser jacquard, on a plus de gens qui travaillent dans l'industrie qu'avant le métier à tisser de jacquard. C'est-à-dire que quand on a un entrepôt Amazon et quand on a le développement du commerce électronique, on a effectivement une augmentation de la productivité du système, ce qui fait qu'à court terme, effectivement, des gens risquent de perdre leur emploi. Mais on sait, en tout cas il y a 250 ans de révolution industrielle qui le montrent, qu'un effet, alors effectivement il est à moyen terme, et entre les deux c'est difficile. Et c'est là que la puissance publique peut intervenir pour offrir un filet de sécurité à ceux qui sont victimes de ça. Mais en tout cas on sait que net, au bout d'un moment, l'ensemble y gagne. Donc attention à ces rapports qui sont faits parfois un peu rapidement sur la destruction d'emplois. Parce qu'on a dit la même chose sur les grands magasins avec Zola dans Au bonheur des dames. Peut-être juste une remarque, et ça rejoint la question précédente et la question du symbole. Précisément, hein, ce que vous décrivez là, sur le fait que finalement on est dans ce mouvement schumpeterien de destruction créatrice, et on crée de la valeur au global par l'innovation. Et tout ce mouvement que vous décrivez pour les métiers à tisser, où on va demain consommer 5 fois plus parce que il y aura une réduction très forte du coût, et finalement tout le monde s'y retrouvera. Je pense que c'est précisément ce que Amazon et d'autres incarnent comme symbole, et symbole qui commence à être remis en cause, qui est: est-ce que l'on a envie de prolonger
cette société du XXe siècle, de plus en plus productive, et alors avec une logique évidemment circulaire extrêmement forte, une logique en elle-même, où plus on produit, plus on innove, et plus on va produire, et plus on va consommer, et plus on crée de richesses, etc. C'est précisément, je crois, ce modèle-là qui aujourd'hui est interrogé, et est interrogé à travers des entreprises un peu, encore une fois, emblématiques, comme les Amazon. Je ferme juste la parenthèse, mais il me semble qu'il y a aussi ça. Il est interrogé par des gens qui ont acquis cette richesse et qui peuvent se permettre de dire qu'ils vont plus en avoir besoin de davantage. Je crois que moi j'ai vécu en Inde, c'est pas ce type d'interrogation que les gens ont parce que eux n'ont pas encore eu accès à cette richesse. Donc attention. Alors je voudrais juste revenir sur les deux points que vous aviez, enfin à la fois sur la question, d'abord sur la notion de symbole. Il y a un peu deux éléments. Je crois qu'on ne peut pas non plus faire un procès à une entreprise de parce qu'elle symbolise, parce que sinon, il suffit que les gens aient l'impression qu'Amazon fasse ceci ou fasse cela, et Amazon serait coupable. Donc, après qu'Amazon, encore une fois, d'un point de vue de stratégie, ait conscience qu'elle est devenue un symbole et qu'il faut qu'elle gère ça, ça me semble être le devoir de son dirigeant. Il faut avoir conscience de l'impression qu'on crée. C'est ça. Voilà, ça c'est une évidence. Après, sur cet abus de position dominante et sur le fait que Amazon a coupé les ponts à cette... je crois que c'est une application de messagerie qui s'appelle Parler, c'est ça. Donc on revient à notre affaire Trump, puisque, alors je maîtrise mal le sujet, mais j'ai cru comprendre que Parler était plutôt favorisé par les gens d'extrême droite. Et si j'ai bien compris, Amazon a dit, bon, bah du coup, donc là, Amazon agissant en tant qu'hébergeur de cette application, a dit, bon, bah du coup, hop, on tue l'application en substance. Et là, on dit abus de position dominante. Ah, on est quand même là dans le paroxysme de... Enfin, moi, je m'interroge, parce que d'un côté, on me dit, les entreprises doivent avoir un rôle politique plus important, elles ne peuvent pas s'affranchir des grandes questions politiques. Et quand il y en a une qui prend cette décision, on dit, ah, abus de position dominante. Ah, il faudrait savoir. Donc, j'imagine, connaissant Amazon, qu'ils ont regardé leur contrat et qu'ils ont trouvé qu'à la clause C41, ils pouvaient dire à Parler que le contrat s'arrêtait. Si ce n'est pas le cas, il va y avoir un procès, Parler va les mettre au tribunal, et comme c'est Amazon, ils vont payer beaucoup d'argent, parce que c'est ça l'Amérique aussi. Si Amazon a pris cette décision sans aucune base juridique, ça va leur coûter très cher. S'il y a une base juridique, il y a un contrat entre Parler et Amazon, Parler n'a pas respecté le contrat, et c'est une affaire privée. Encore une fois, il faut savoir ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on souhaite qu'Amazon s'engage dans une lutte contre Donald Trump ? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ça peut amener à des effets pervers très importants. Et Dieu sait si j'aime pas Trump. Mais on ne peut pas faire comme si la question était simple. Mais à un moment, il faut savoir ce qu'on demande à Amazon. Si on lui demande un engagement politique et puis qu'après on vient lui dire « Ah oui, mais vous abusez de votre position dominante », on se sert des armes qu'on a. Vous nous avez demandé de lutter contre Trump, on lutte contre Trump. Donc on a arrêté Parler. Et puis je crois qu'Apple vient de dire que Trump était méchant. Et puis Ben & Jerry nous ont dit que Trump était méchant. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, personnellement. Mais après, c'est à chacun d'en décider. Alors, je crois qu'on était d'ailleurs tous convenus en début de réunion, en début d'entretien, que l'entreprise ne devait pas rentrer dans l'arène politique. Donc ça, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le rôle de l'entreprise, ce qui, en revanche, ne diminue en rien ses responsabilités. Bien sûr. Bien, merci. Je crois que le temps a passé beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. Donc, on est déjà pas très loin des questions-réponses. J'aurais bien aimé une dernière petite question sur ce dont on a un tout petit peu parlé tout à l'heure, celle sur Bâti pour durer. Vous qui le connaissez bien, cet ouvrage, Philippe. Ne croyez-vous pas que si des chercheurs français aussi rigoureux que ces deux auteurs avaient travaillé le sujet, la Maïf ferait forcément partie de ce type d'entité, Bâti pour durer? Alors, je ne connais pas assez la Maïf pour répondre honnêtement. Elle aurait sûrement été candidate, ça c'est certain. Donc, il se trouve que j'ai travaillé avec Jim Collins pour son avant-dernier ouvrage. Mais le problème avec donc Bâti pour durer, et puis après il y a eu le livre sur l'excellence. C'est justement qu'il y avait l'idée. Alors, il y a plein d'idées très intéressantes chez Collins et Porras. Je crois que ça vaut vraiment la peine de lire le livre. Mais quand on regarde la liste des entreprises qu'il nous a présentées comme bâties pour durer, elles n'ont pas toutes duré. Et il y a même des situations qui sont devenues assez embarrassantes. Donc,
Derrière, il y a quand même une question sur... alors, son grand exemple, hein, c'est Fannie Mae. Alors, Fannie Mae, pour mémoire, c'est la grande entreprise de financement du logement populaire qui est quand même à l'origine de la crise de 2008, puisqu'en fait, Fannie Mae, sa mission, c'était de permettre à des gens qui ne pouvaient pas se le permettre d'acheter quand même une maison. Vous voyez la perversion du truc. Alors, un exemple parmi... Non, alors j'en ai d'autres. Je pourrais parler de Motorola, je pourrais parler qui était le grand exemple dans le domaine de l'électronique. Bon, malheureusement, Motorola, qui est une société pour laquelle j'avais un très grand respect. Voilà. Donc, l'idée, c'était de dire qu'il y a un certain nombre de raisons qui font qu'une entreprise va durer. Il y avait une emphase sur les valeurs et surtout sur la raison d'être, le purpose en anglais. Et donc, un des arguments, c'était de dire une entreprise qui a une raison d'être très claire, une mission très claire, donc une espèce d'étoile du Nord très claire sur un socle de valeurs, va durer. Or, c'est pas vraiment ce qu'on a vu. Donc, il y a une question sur en fait la validité de cette croyance qui est de dire le meilleur moyen pour nous de durer, c'est d'avoir une espèce d'étoile polaire qui va nous guider, parce que c'est pas le cas. En tout cas, c'est pas toujours le cas, et on trouvera sûrement des exceptions, bien sûr. Merci. Vous aviez quelque chose à ajouter ? Alors sur cette question particulière, pas du tout. C'est de toute façon, enfin c'est de mon point de vue une condition nécessaire, mais évidemment pas suffisante. Enfin, on peut faire les erreurs stratégiques les plus dramatiques, tout en ayant énormément de valeurs et en ayant une mission et une raison d'être extrêmement bien établies. Ça ne garantit pas contre les erreurs stratégiques et donc ça ne garantit pas la pérennité, c'est clair. Parce que ça me fait penser à la dernière question que j'avais préparée. Le grand récit que n'a pas trouvé comme client Monsieur Silversan dans votre communication, la communication de la Maïf. Les sociétaires de la Maïf. Oui, mais dans son article, et il le dit qu'il est sociétaire, mais dans la communication sur la raison d'être, forcément un bon écolier. Hein. Il n'a pas trouvé peut-être des éléments qui contribuent à redonner confiance, parce que je crois que la Maïf, c'est aussi ça, c'est une assurance qui a contribué à redonner confiance dans un métier très décrié, tout en responsabilisant depuis sa fondation les sociétaires, depuis toujours considérés comme des parties prenantes. Et c'est au cœur de ces problématiques de raison d'être. Donc... complètement. Hein, et vous parliez de métiers très décriés. On est dans une crise sanitaire et on vient de clore une année 2020 au cours de laquelle les assureurs, en France en tout cas, ont été particulièrement vilipendés, décriés, etc. Et on voit bien que dans ce contexte-là, précisément parce que la Maïf s'est fixée à elle-même un certain nombre d'exigences, résumées d'une certaine manière dans sa raison d'être. Je vous disais tout à l'heure, attention sincère portée à, comment on incarne concrètement, comment on traduit de la manière la plus concrète, la plus tangible possible, cette attention sincère portée à, dans le contexte, puisque c'est ce que l'on évoque là, dans le contexte de la crise sanitaire. Après on décline. Attention sincère portée aux collaborateurs. Premier confinement, on avait à peu près 2500 de nos collaborateurs qui étaient en dispense d'activité. L'attention sincère, c'est d'abord évidemment le maintien de leur rémunération à 100%. Tout en ne demandant pas le bénéfice du dispositif gouvernemental de chômage partiel, parce que on a considéré que ce dispositif avait plutôt été mis en place pour des entreprises qui en avaient tellement besoin que si elles n'en bénéficiaient pas, c'est leur survie même qui aurait été en cause. C'était la logique de la création de ce régime de chômage partiel. Or nous, on pouvait survivre, évidemment c'était des bénéfices en moins, évidemment c'était du résultat en moins, mais on pouvait survivre sans toucher les 15 ou 20 millions d'euros auxquels on aurait pu prétendre de chômage partiel.
Voilà, premier exemple d'attention sincère. Attention sincère à l'égard de nos clients, de nos sociétaires. Premier confinement, les gens n'utilisent plus leur véhicule. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accident. Et donc se pose la question forcément de que fait-on de l'argent des primes d'assurance. Voilà. Et nous nous étions fixés un principe qui pour moi était un principe d'évidence, qui est relativement simple, c'est il est hors de question que l'on tire un quelconque bénéfice de la crise. Il y a des gens qui souffrent, il y a des entreprises qui souffrent énormément, il y a des secteurs économiques entiers qui souffrent énormément. Il est hors de question dans ce contexte-là que l'on tire un quelconque bénéfice de la crise. Et donc on a remboursé les primes d'assurance automobile à nos sociétaires parce qu'on n'allait pas garder l'argent alors qu'il n'y avait plus d'accidents en face. Je pourrais multiplier les exemples. Mais on voit bien que derrière ces idées de raison d'être, de mission, et en l'occurrence pour nous d'attention sincère, ça n'est pas seulement, ça n'est pas principalement, en tout cas pour nous, ça n'est vraiment pas du tout principalement une question de mots, de termes employés, de communication et de savoir si on va embarquer ou pas telle ou telle personne. C'est une traduction extrêmement concrète, extrêmement réelle, et qui, pour le coup, parce qu'elle est concrète, parce qu'elle est réelle et parce qu'elle est sincère, produit des effets extrêmement forts. J'ai parlé des salariés, les effets sur le corps social sont absolument incroyables. Et le niveau d'engagement du corps social de la Maïf, si un jour vous avez l'occasion, et je vous y invite avec grand plaisir de conduire ou de faire conduire une étude sur le sujet, vous serez surpris par le niveau d'engagement du corps social interne de la Maïf. Des effets sur nos sociétaires. Je ne peux pas décrire le nombre absolument incroyable de retours que l'on a eus sur le thème de qu'est-ce que l'on est fier d'être sociétaire de la Maïf, bravo, reconnaissance, etc. Hein, et d'ailleurs, ça se traduit dans un comportement de fidélité à l'égard de la mutuelle qu'aucun autre assureur ne connaît et loin de là. Hein, donc il y a bien une réalité tangible derrière tout ça. Merci. Il y a une question justement sur la Maïf. Est-ce que la raison d'être de la Maïf est assez liée à son histoire dans l'économie sociale, ou bien ces sociétaires ont tellement changé que la voie originale de la Maïf est caduque ? Ah, la voie originale n'est surtout pas caduque, hein, et je pense au contraire que la voie que l'on essaye d'avoir, elle est complètement fidèle à notre histoire et à notre ADN. Hein. La Maïf, en 1934, est née précisément sur la base des mêmes préoccupations éthiques que celles que l'on porte aujourd'hui. Hein. Et je pense que les fondateurs de la Maïf, Edmond Proust notamment, n'auraient absolument pas renié à l'époque cette expression d'attention sincère portée à. Hein, au contraire, ça me semble complètement convergent. Et en même temps, je pense que c'est une grande modernité pour les raisons que l'on a dites, parce que ça répond à une attente sociale qui est extrêmement forte. Donc non, on ne renie surtout rien du tout, bien au contraire. Merci. Peut-être une question plus pour Philippe cette fois-ci. Quel est l'avis des invités quant à la définition de Colin Mayer ? La raison d'être de l'entreprise est de développer des solutions profitables aux enjeux sociaux et environnementaux. Chacun sa raison d'être. Il y a développer des solutions profitables qui pourraient être contre. Après, profitable à qui, comment, encore une fois, moi j'aimais bien ce que vous avez dit sur... Encore une fois, je parle avec un conflit d'intérêts parce que je suis sociétaire. Donc moi, pourquoi je suis à la Maïf ? Parce que c'est simple et que ça marche. Et que je sais que quand j'ai un sinistre, ce qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, un coup de fil, le truc est réglé, etc. etc. Et ça, c'est pour moi la traduction de ce qu'est la Maïf. Donc là, on est vraiment c'est quelque chose de très concret. Et je n'ai pas besoin qu'on rajoute plein de discours autour de ça. C'est-à-dire que la justification je prends l'exemple de la Maïf, mais ça pourrait être vrai pour toute entreprise. Le fait que ça marche
de façon aussi simple, aussi naturelle, etc., ça me suffit. Et j'ai pas besoin de recevoir tous les 3 mois un courrier qui m'explique que, par ailleurs, vous êtes sensible à ceci, sensible... Parce que là, j'ai l'impression que vous essayez de vous justifier, alors vous avez déjà en vous, comme institution, quelque chose qui marche, qui me correspond, parce que je sais effectivement que le gars que j'ai au téléphone ou la fille que j'ai au téléphone va pas essayer de me placer un truc, etc., etc. Vous le faites déjà. Et ce que je dis souvent quand je parle aux dirigeants, je leur dis, allez d'abord chercher qui vous êtes vraiment. N'essayez pas d'aller chercher des trucs à l'extérieur, comme un peu si vous avez besoin de décorer quelque chose qui est pas beau à l'intérieur. En fait, c'est à l'intérieur qu'il faut aller chercher. Et a fortiori, quand on a une histoire derrière soi, 1934 et les instituteurs de France, etc. Enfin, c'est pas rien quand même. Et il y a, alors je vais être mauvais en calcul, mais 1934, 2020, on est à quoi, 90 ans? Oui, 87 en 21. Voilà. Près de 90 ans d'une action concrète, etc., etc. Elle est là, la raison d'être. Elle est dans le fait que c'est comme ça qu'on est, et qu'on n'a pas besoin d'aller ajouter des choses comme si ça suffisait pas. Je crois qu'il y a le côté, ce qu'on est suffit très souvent. Et ça, c'est vrai pour l'assurance, comme je parlais de la sauce tomate tout à l'heure, ça peut suffire de faire de la très bonne sauce tomate et de le faire bien, et de faire en sorte qu'elle soit propre, et qu'elle ait un bon goût, et que, etc., etc. Voilà, donc chacun va puiser dans son identité organisationnelle une raison d'être avec lesquelles on est en adéquation. Après, on peut la faire évoluer. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a plus que des instituteurs. Enfin, donc évidemment, le monde change. Donc ce qu'on fait et qui on sert et qu'on se développe va aussi évoluer. Mais on s'aperçoit que souvent, la raison d'être au sens de qui on est, c'est des choses extrêmement profondes, extrêmement puissantes et qui restent marquants très très longtemps. Merci. J'ai une question qui arrive pour vous à nouveau, Philippe. Quelqu'un qui réagit, Henri, en expliquant « Mais Philippe, vous n'êtes sensible qu'au premier aspect de l'expérience utilisateur. C'est facile et efficace, mais pour d'autres, cela ne suffit plus. D'autres demandent plus d'engagement. » Bien sûr, chacun son truc. Et tout l'enjeu de l'organisation et de l'entreprise, c'est de dire à qui je veux répondre. Il y a des entreprises qui seront pas chères, il y a des entreprises qui seront plus chères mais avec un meilleur service. C'est ce qu'on appelle le modèle d'affaires. Et ce modèle d'affaires, il est aussi profondément identitaire. Et c'est pour ça qu'un assureur comme la Maif ne sera pas du tout comme un assureur comme AXA. Et il y a des gens qui seront mieux chez AXA et d'autres qui seront mieux à la Maif. Et c'est ça qui est super. Ce que moi j'attends d'un assureur et pas forcément ce que vous attendez ou ce que Henri attend d'un assureur. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant. Et après, le rôle du stratège, du dirigeant de l'entreprise, c'est de dire moi j'ai plutôt envie de servir Henri que Philippe. Voilà, Alors si je peux servir les deux, je suis content, mais souvent, c'est pas possible parce qu'on n'a pas les mêmes attentes. On appelle ça de la segmentation. On va dire, on va plutôt aller là que là, et c'est OK. Merci. Est-ce que vous avez un mot de la fin, l'un et l'autre? Parce qu'il n'y a plus beaucoup de questions là qui arrivent. Donc si vous voulez, petite conclusion avant que je fasse la mienne. Alors, conclusion, non. Moi, j'ai pas de véritable conclusion. Je crois que le grand intérêt, ou peut-être le manque d'intérêt, c'est que j'ai l'impression qu'on se rejoint sur l'essentiel, sur ces sujets de raison d'être. Alors, je sens bien des nuances. Moi, je crois profondément à la nécessité effectivement du sens dans l'entreprise, à la fois pour porter une marque, mais aussi pour porter une dynamique interne. Moi, quand je vois, par exemple, dans le monde bancaire, qui n'est pas très éloigné du monde assurantiel, quand on voit qu'il y a aujourd'hui plus de démissions en nombre de jeunes de moins de 35 ans du secteur bancaire que de départ à la retraite, c'est bien qu'il y a un sujet qui est aussi un sujet de sens. Parce que les gens, et heureusement, ne sont plus seulement, en tout cas la majorité, évidemment ça ne peut pas concerner tout le monde, mais ne sont plus seulement dans une relation transactionnelle avec leur employeur et ne sont plus simplement là pour je vends une force de travail contre une rémunération. On a besoin de plus. On a besoin de donner du sens. Et pour moi, ce sujet du sens, et donc qui rejoint la question de l'engagement de l'entreprise, de sa contribution et de son rôle dans la société, devient un sujet qui est complètement central. Et je crois que c'est le véritable thème de ce débat, plus que ne l'a été Amazon.
encore une fois, qui ne servait que de symbole et de prétexte à ce débat. Pour Amazon. C'est le prix à payer quand on est en position de leadership. Évidemment, on vous regarde plus. Bien sûr. Et c'est normal, c'est la règle du jeu. Hein. Bien sûr. Vous êtes plus visible, donc quand on est numéro 1, ou en tout cas en position importante, vous êtes plus attaqué, plus visible, etc. Mais là encore, aucune entreprise n'est éternelle, et c'est bien aussi, puisque quand vous disiez que Jeff Bezos sent qu'il n'est pas éternel, c'est une forme de garde-fou, hein, parce que les entreprises, elles ont leurs heures de gloire, il y en a certaines qui durent très longtemps, d'autres moins, et cette espèce de garde-fou du système économique est aussi très utile, puisque quand une entreprise soit cesse d'avoir une performance économique, soit se trouve en décalage avec, c'est par ça qu'on a commencé avec son environnement éthique en termes de valeurs, eh bien évidemment, elle a des soucis. Donc on ne peut pas ignorer ça. Après, la forme que ça prend, là, on peut avoir des appréciations différentes, mais plus généralement, cette question de mission, de raison d'être, etc., je crois que le grand mouvement de bascule, c'est de ne pas aller chercher quelque chose à l'extérieur, parce que ça pourrait laisser penser qu'on n'a pas en soi suffisamment, alors que très souvent, moi quand je travaille avec des entreprises, c'est très beau ce qu'on peut voir. J'ai travaillé avec des supermarchés, c'est des gens qui vendent des carottes, ils peuvent vous en parler, c'est passionnant. C'est passionnant, et vous parliez d'engagement, il y a un engagement parce qu'on sait que mettre des fruits et des légumes sur un étal, il y a les gens qui viennent, ils vont choisir, etc. On participe à la vie, il y a un engagement qui peut être très fort, et on donne un sens à son travail comme ça. Donc le sens ne vient pas forcément d'en haut, on ne le donne pas forcément à ses salariés, le sens, il se crée en fait par les gens aussi, qui sont... Donc c'est vrai qu'il y a une demande de sens, mais la demande de sens, elle n'est pas toujours sous la forme « donnez-moi un sens ». Au moyen d'une vision, par exemple, au moyen d'une mission noble, etc. Elle peut être aussi, et à mon avis, elle est très souvent, dans mon expérience, par exemple, arrêter de prendre des décisions insensées, parce que la destruction du sens, quand vous parliez du management, elle est souvent là. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est que les gens seraient parfaitement capables de créer un sens, mais alors ils sont victimes de décisions qui n'ont aucun sens, et là on détruit du sens en fait. Donc ça pose la question du management. Donc les gens sont capables de créer du sens. Et de plus en plus, ils sont plus autonomes qu'avant, ils sont plus éduqués qu'avant, plus mieux informés qu'avant, et donc ce sens, il peut être créé. Et on revient sur en fait ce collectif qui peut créer lui-même sa raison d'être en fait, mais ça vient de l'intérieur, plutôt que d'aller essayer de plaquer quelque chose qui vient de l'extérieur. Très belle conclusion, merci. Pour conclure le débat, je voudrais infiniment vous remercier tous les deux pour la pertinence de vos réflexions, la qualité de l'échange en général, c'était passionnant. Vous avez permis de démontrer qu'il y avait plus intéressant, démontrer s'il en était besoin, qu'il y avait plus intéressant que la culture du clash, c'était la culture du débat. Donc je donne rendez-vous à tous les spectateurs qui s'intéressent à ce thème de la raison d'être pour un webinaire que j'organise sur Zoom la semaine prochaine et pour le prochain épisode de Purpose Info au mois de février. Je vous remercie encore et bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Merci à vous. Merci.